pour vous présenter ces informations sur le projet. Il s'agit de M. David Chartier, donc David qui est directeur construction pour l'ensemble du projet, ainsi que de Mme Sarah Bédard-Louillonnet, Sarah qui est directrice de projet. Et dès maintenant, je laisse la parole à David Chartier. Merci Benoît. Bonjour à tous. Merci d'avoir pris du temps sur l'heure du dîner pour vous venir chercher plus d'informations sur les projets qui touchent votre environnement. Donc, je tiens à préciser que les projets qu'on vous présente aujourd'hui, les deux structures auxiliaires, font partie d'un ensemble de bâtiments qui sont reliés en fin de compte au prolongement de la ligne bleue. Je vais vous en donner un peu plus d'informations concernant le prolongement de la ligne bleue. Premièrement, on appelle PLB pour projet ligne bleue puisque ça inclut d'autres éléments que le prolongement. Et c'est la STM qui a été nommée gestionnaire du projet, un peu comme l'AMT l'avait été pour le prolongement de la ligne orange qui allait à Laval dans les années 2000 environ. La STM a mis sur pied un bureau de projet et c'est vraiment le bureau de projet qui agit comme donneur d'ouvrage et qui détient la maîtrise d'œuvre de l'ensemble du projet. Donc, donneur d'ouvrage, ça veut dire que c'est à travers nos processus d'approvisionnement qu'on octroie différents contrats à des entrepreneurs pour réaliser des portions d'ouvrage. Et c'est nous qui sommes en charge de tous les enjeux de santé et sécurité sur l'ensemble des sites et la coordination entre les sites. Faut savoir que le bureau de projet, il ne fait pas les décisions seul. On a 5 partenaires qui sont autour de la table, qui donnent les orientations stratégiques. Les 5 partenaires sont anciennement ce qu'on appelait le MTQ, donc le MTND. On a la SQI, qui est la Société québécoise des infrastructures, l'ARTM, qui est l'Agence régionale des transports métropolitains, la Ville de Montréal et la STM exploitant. Donc, parce que plus tard, c'est eux qui vont avoir à exploiter ce futur prolongement. Ils prennent comme je vous expliquez, ils prennent des décisions stratégiques par rapport aux enjeux qu'on vit, donc par rapport à la portée, par rapport aux différents changements qu'on peut avoir durant le contrat ou les enjeux qu'on peut avoir, on va dire, avec le domaine bâti autour, etc. Euh, le bureau de projet, il réalise l'entièreté de la conception. Donc, c'est un peu différent du projet si on donne exemple le REM. Le REM est un projet qui la conception est exécutée par le même, celui qui le construisait, tandis que nous avons été chercher l'entièreté de l'ingénierie à l'interne, donc dans notre bureau de projet, qui fait en sorte que le projet, à la fin, il va être conçu à l'image du restant de la STM, donc pour être capable d'être intégré aux activités de la STM. On va chapeauter toutes les activités qui vont aller jusqu'à la mise en exploitation. Donc, jusqu'à temps qu'il y ait le premier citoyen qui embarque dans le train, ça va être vraiment le bureau de projet qui va s'occuper de toutes les phases qui sont les mises en service, qui sont les marches à blanc, etc. C'est vraiment le bureau de projet qui va voir à ces éléments-là. Et c'est ce même bureau de projet-là qui s'occupe d'interagir avec la communauté locale, donc autant avec les citoyens, les arrondissements, la ville-centre, que les adjudicateurs. On parle d'adjudicateurs, c'est les entrepreneurs qui réalisent les travaux et également les médias. Euh, Nous collaborons avec les équipes de la STM vraiment exploitant, donc ceux plus tard qui vont exploiter ce métro-là pour s'assurer qu'il répond aux bons besoins, et également à l'ARTM, puisque les deux terminus sont de responsabilité ARTM, donc les deux terminus, un qui va se retrouver à P9 et l'autre qui va se retrouver à Anjou, que je vais monter un peu plus loin. Le prolongement, on l'attend depuis des années. Quand on parle des années, on parle des années 80 environ. Donc, c'est-à-dire que c'est une très bonne nouvelle. Ça va venir augmenter de beaucoup l'apport dans l'est de l'île. Donc, ça va aider la mobilité. Ça va venir renforcer l'intermodalité qui est déjà présente à la station Pineuve, donc avec la jonction avec le SRB et peut-être un jour à la station Lacordaire avec un futur transport structurant de l'Est. Ça va venir aussi donner un gros appui au développement économique et urbain. On sait qu'il y a beaucoup de développement immobilier qui s'en vient dans le secteur dû à l'arrivée du prolongement de la ligne 2. Également, on s'assure d'intégrer tous les éléments d'accessibilité universelle qui sont beaucoup plus loin que juste l'accessibilité aux gens à mobilité réduite. Ça va aussi aux gens qui ont des pertes de vue, etc. Donc, tous ces éléments sont intégrés. Également, on cherche comme société à aller vers
répondre à des objectifs de développement durable. Donc, on va aller chercher une certification qui est une certification Envision, qui est un peu l'équivalent de certification LEED pour un bâtiment. Mais au-delà du certificat, ce qu'on veut, c'est faire mieux pour l'environnement avec notre projet. En chiffres, on va aller quand même rapidement. On prévoit, à date, les pronostics, c'est qu'on a 20 000 passagers en pointe du matin qui vont prendre le prolongement. Et ce trajet de Anjou à aller à la station Saint-Michel, c'est un trajet environ de 8 minutes, considérant par rapport à présentement quand on le fait en autobus. Et encore là, les durées en autobus peuvent passer de 20 à 40 minutes, tout dépendant de tous les enjeux qu'il peut y avoir aux alentours. Et encore là, les prévisions, c'est des prévisions très conservatrices. On est à peu près certain qu'on va battre ces chiffres-là, surtout avec tous les développements immobiliers qui s'en viennent dans le secteur. Euh, les 5 stations s'inscrivent aux cinq intersections, donc P9, Villot, Lacordaire, L'Angelier et à Anjou, en fin de compte, qui va être de part et d'autre de la 25. Ces 5 stations-là, on a en plus de ça les fameuses structures auxiliaires qu'aujourd'hui, on veut vous en présenter 2. Donc, à chaque fois qu'on a une interstation entre 2 stations, on a besoin d'un point bas et avec des équipements qui se situent dans ce bâtiment-là. Donc, aujourd'hui, on vient vous présenter pour les 2 structures auxiliaires qui sont, nous, ce qu'on appelle SA3 et SA4, tantôt que Sarah va être capable de vous donner plus de renseignements. Sur cette image, on voit également les 2 emplacements des terminus, qui un se trouve à P9, l'autre se trouve à la station Anjou. Et on voit aussi le raccordement à la ligne existante, donc à la station Saint-Michel. Ce qu'on voit à notre droite en grisé, c'est la portion qui va tout être faite en souterrain, le garage Anjou, où est-ce qu'on va aller entretenir les trains supplémentaires qui vont être sur la ligne bleue et en plus de ça, qui vont servir pour garer les trains de nuit à cet endroit. On voit sur cette coupe un peu les profondeurs des différents tunnels. Donc, on voit qu'on est quand même plus profond et surtout dans le secteur de la SA3 et SA4. La SA4 est vraiment très profonde. On parle de 40 mètres de profond. Donc, c'est une des plus profondes. Elle est plus profonde pour des enjeux géotechniques, donc des enjeux de sol. On voulait s'assurer d'être dans des portions de sol qui étaient on appelle ça du roc compétent, donc d'avoir une bonne structure de roc autour. Et c'est toujours aussi en lien avec les différentes stations de chaque côté, vu qu'on veut que ça soit un point bas. Donc, c'est des structures qui se retrouvent quand même assez profondément. Donc, il devrait avoir très, très peu de vibrations en surface, sinon pas du tout, tout dépendant dans quelle étape on est rendu. Mais c'est un peu ce qu'on voulait vous imager sur cette image. Le projet, c'est un projet d'envergure. On parle environ de 8 km de tunnels, dont il y a 6 km qui sont des tunnels commerciaux, donc que vous allez prendre en fin de compte à partir de Saint-Michel pour vous rendre en Anjou. Les 2 km supplémentaires, c'est les sections de tunnels qui sont en arrière-gare, donc que l'usager ne voit pas, mais que les trains, eux, vont pour se faire réparer ou se faire garer. Pour réaliser ce projet, on a exécuté plus d'une centaine de forages depuis plusieurs années avant le projet pour s'assurer de bien connaître notre sous-sol, pour faire en sorte que quand on lance le projet, on n'a pas de surprise, qu'on connaisse les différents enjeux qu'on va avoir devant nous, donc la qualité du roc, y a-t-il des failles, etc. Donc ça fait en sorte que depuis qu'on a lancé le projet, les enjeux de rock, on en vit très peu puisqu'on connaissait déjà toutes nos problématiques puis on a déjà fait nos plans et devis en fonction. Euh, on va avoir à un certain point environ 2000 travailleurs sur les différents sites, mais il faut comprendre qu'on a environ 16 sites isolés qui partent de Saint-Michel et qui vont jusqu'à à l'est de la 25 et même au nord de la 40, qui sont différents sites où est-ce qu'il va y avoir plusieurs travailleurs qui vont sur chacun des sites. Ces travailleurs-là, la plupart du temps, il y a déjà des stationnements qui sont prévus pour ces travailleurs-là, donc qui ne devraient pas venir impacter en fin de compte le stationnement déjà en place sur les différents sites.
Sur le terrain, c'est quand même c'est impressionnant. On peut dire qu'on a déjà lancé. C'est sûr que pour les citoyens, souvent, on ne voit pas ce qui se passe sur le terrain parce qu'on a quand même fait des grosses barricades autour des différents sites. Sarah va pouvoir vous expliquer tantôt c'est quoi le rôle de ces barricades-là. Mais on voit ici sur différents sites, on voit deux sites qui sont l'Angelier et Lacordaire. Les excavations sont déjà très profondes. On parle de la station L'Angelier, on parle d'une profondeur environ je vous dirais environ presque de 20 mètres déjà. Lacordaire suit pas loin en arrière, mais les excavations sont quand même déjà très avancées. À la station L'Angelier, prochainement, on va même commencer à faire les tunnels souterrains. Donc, on va passer une grosse étape à partir de la fin juillet. Donc, ça va être une autre étape qu'on va aller commencer à travailler, ce qu'on appelle en sous-œuvre. Ces travaux-là sont exécutés avec des équipements quand même qui sont hors normes. On prend comme exemple pour les différents travaux d'excavation de roc, on a présentement utilisé des méthodes qui sont l'éclateur de roc. En anglais, on appelle le rock splitter. C'est en fin de compte une opération qui fait en sorte qu'on fait des préforages et ensuite on rentre un cylindre dans le trou pour faire éclater le roc. On a également de l'excavation mécanique qui est réalisée, mais là, les machines qui vont rentrer en action prochainement, ben, c'est ce qu'on voit à la gauche de l'écran, c'est des haveuses. Donc, il y en a une qui va se mettre en action dans les prochaines semaines à la station L'Angelier, qui va venir creuser des tunnels. Et à votre droite, vous voyez le fameux tunnelier qui devrait être en action à partir d'avril, mai prochain, de l'année prochaine, qui est présentement en test en Europe et il va être démonté pour être emmené de notre côté. Tous ces éléments-là amènent certaines nuisances, mais qu'on essaie de contrôler et qu'on contrôle par différents moyens que tantôt Sarah va être capable de vous expliquer, mais c'est la plupart de ces machines-là, c'est des machines qui sont électriques, donc tout l'enjeu de bruit de moteur, etc., on essaie de réduire à la source, mais après ça, on a plein de contrôles qui sont mis en place pour s'assurer que l'entrepreneur en place ne dépasse pas les seuils. Le fonctionnement d'un tunnelier, c'est la tête qui broie le roc. Et ensuite, le roc, il chemine à travers le tunnelier sur des convoyeurs pour se rendre à la sortie. Donc, à la sortie qui va toujours, tout le roc du tunnelier va toujours sortir à la station P9. Donc, à un certain moment, on va quand même avoir très long de tunnelier, pas de tunnelier, mais de convoyeurs pour se rendre jusqu'à la station P9. Le restant des excavations, on prend comme exemple d'une SA, le roc de la SA de la structure auxiliaire va sortir par la structure auxiliaire. Sarah va vous donner plus de détails un peu plus tard. Maintenant, je vais passer la parole à Sarah qui va vous expliquer un peu la nature des travaux qui s'en viennent dans votre secteur et qu'est-ce qu'une SA. Merci. Merci beaucoup, David. Donc, bonjour à tous. Sarah Bédard, directrice de projet sur le projet du PLB. Je travaille en fait sur le contrat principal d'excavation. Donc, c'est dans ce contrat-là qu'on va venir excaver les deux bâtiments auxiliaires là, de Lisieux et de la Villanelle. Donc, comme David disait, première étape, je vous présente ici un petit exemple de ce qui est des bâtiments auxiliaires. Il y en a déjà partout sur le réseau. C'est des bâtiments qui se font un peu dans le décor là, de la ville, considérant que ce n'est pas des bâtiments publics, c'est vraiment des bâtiments d'opération de la STM. Donc, le va-et-vient qui se fait là, c'est par des employés STM de manière sporadique. Donc, on essaie d'avoir une petite architecture là, qui rend le bâtiment, rend le bâtiment un peu invisible là, dans le quartier. Donc, on vous présente ici deux exemples de bâtiments existants. On n'a pas les finis, les rendus des bâtiments qu'il va y avoir au niveau de nos deux bâtiments auxiliaires, mais ça va ressembler là, sensiblement à ça de l'extérieur. Maintenant, c'est quoi un bâtiment auxiliaire? Comme vous pouvez voir, c'est un bâtiment qui en surface est très petit, mais qu'en souterrain là, prend quand même de l'ampleur. Les bâtiments auxiliaires, c'est, comme David le disait, le point bas entre nos deux stations de métro. C'est là qu'on va installer des équipements mécaniques et électriques qui sont nécessaires à l'opérationnalisation de notre métro. Donc, on va trouver
Entre autres, là, nos postes de pompage des eaux pour pomper les eaux du tunnel, considérant que c'est les points bas. Les eaux souterraines sont dirigées vers ces bâtiments-là, puis on va mettre des pompes pour gérer ces eaux-là. Puis on va mettre des équipements mécaniques de ventilation, des équipements de distribution électrique là, pour permettre l'opérationnalisation du tunnel, du métro. Donc, en surface, c'est vraiment dans le fond, le petit bâtiment que vous voyez. Là, ça, c'est ce que vous voyez en surface. Ensuite, on creuse un puits à la verticale de plusieurs mètres de profondeur, puis on se fait un tunnel qui va se raccorder au tunnel de métro là, que vous voyez dans le fond de l'image. Donc, c'est un peu de ça, c'est un peu transparent à la surface, mais quand même assez imposant en souterrain. Maintenant, les types de travaux qu'on va venir faire dans votre quartier. Donc, vous avez peut-être vu d'ailleurs là, au bâtiment auxiliaire de la Villanelle là, que je vais peut-être rebaptiser SA4 parce que c'est notre code pour ce bâtiment-là. Mais on est déjà, il y a déjà eu des travaux de déconstruction du dépanneur qui était sur le site, là, sur le futur emplacement de la structure auxiliaire. Donc, on a fait ces travaux-là. Puis maintenant, on est rendu à préparer nos travaux d'excavation. Donc, l'entrepreneur en excavation s'est mobilisé. Il va venir faire toute l'excavation du puits vertical, comme je vous montrais, et du tunnel de raccordement qui va se raccorder au tunnel du métro là, qui va être creusé, le tunnel du métro qui est creusé et construit par le tunnelier dont David vous a présenté. Ensuite, il y a un bétonnage qui se fait pour vraiment venir construire les murs de ce tunnel-là, puis du puits vertical. Puis ça va être la première portion. Ça va être un premier entrepreneur qui va faire ça. Puis un second va venir par la suite vraiment construire le bâtiment en surface. Puis en souterrain, il va construire les différents étages. Les locaux. On va avoir aussi tous les équipements qui vont s'installer en parallèle de tout ça. Puis à la surface, une fois qu'on a rebâti notre bâtiment, là, la petite structure que je vous montrais en image, bien là, il va y avoir tout le réaménagement extérieur qui va se faire, donc l'aménagement paysager qui va se faire autour du site là, pour rendre ça joli. Donc, autant dans le bâtiment auxiliaire de Lisieux que le bâtiment auxiliaire de Villanelle, là, c'est la même nature de travaux qui est réalisée. Maintenant, bâtiment auxiliaire de Lisieux. Donc, ça, c'est le bâtiment qu'on va retrouver. On va le retrouver sur la rue des Angevins, donc vraiment derrière l'église. Donc, vous voyez un peu en zone assurée, là, c'est la zone de chantier. L'entrepreneur n'est pas encore mobilisé sur le site. Il compte se mobiliser début août, donc autour du 4 août. L'intérêt de se mobiliser au niveau du mois d'août, c'est d'aménager vraiment tout son périmètre de chantier puis de faire les modifications au niveau de la rue des Angevins avant le début de l'école. Donc, comme ça, quand aura lieu la rentrée scolaire, bien, l'aménagement qui est là pour les prochaines années va déjà être installé. Donc, on va pouvoir ça va pouvoir déjà, tout le monde va pouvoir s'habituer à ce nouvel aménagement-là. Il n'y aura pas de changement en cours d'année. Donc, la zone en assuré, comme je vous disais, c'est la zone chantier. L'entrepreneur va vraiment venir empiéter un petit peu sur la rue des Angevins, ce qui fait que la rue des Angevins va devenir à sens unique de Jean Talon vers Delisieux. Vous voyez la flèche là, qui monte le chemin. Au niveau des trottoirs, le trottoir va vraiment être seulement accessible au niveau je ne sais pas si je pourrais dire le nord ou l'est, là, mais vous voyez la ligne par en haut. Donc, l'école se trouve ici et les piétons vont circuler vont longer le parc puis longer le terrain de l'école. On voit un petit chemin piétonnier ici. Ça, c'est vraiment un chemin piétonnier qui est pour se rendre à la paroisse seulement. Ça va arriver sur un cul-de-sac, ce chemin-là, puisque l'emprise de chantier là, va vraiment empiéter sur le trottoir. Donc, l'entrepreneur, quand il va venir se mobiliser, va faire ses premiers travaux-là. Il va venir s'assurer de mettre les chemins piétonniers bien visibles, puis faire son emprise, là, toute l'enceinte là, pour s'assurer que les piétons circulent au bon endroit.
Outre ça, on va aussi relocaliser. En ce moment, le débarcadère des voitures se trouve sur ce côté-ci de la rue. Donc, on va le relocaliser de l'autre côté là, pour s'assurer que les voitures et vraiment les enfants débarquent du côté de l'école et n'aient pas à traverser la rue en fonction là, des travaux qui se font là. Puis, il y a une petite clôture aussi là, qui sépare, on la voit en gris sur la rue. C'est une clôture qui empêche, dans le fond, pour l'instant, c'est une clôture ornementale qui empêche là, de traverser la rue un peu partout. Bien, on va venir la retirer pour la remplacer par notre enceinte de chantier. Donc, elle va rester en place sur la zone grise, mais sur la zone ici où on a l'enceinte de chantier, bien, on va la retirer, mais on va la remplacer par notre enceinte. Donc, il y aura pas plus on ne pourra pas plus là, traverser la rue de manière non sécuritaire. Bon, ben ici, la première phase, voici. Donc, dès le début, l'entrepreneur vient se mobiliser, puis il va venir retirer là, sa clôture pour commencer à faire son installation de chantier. Et ensuite, tout de suite après, là, c'est à peu près une semaine, cette phase de travaux-là, ben, ça va commencer pour être la mobilisation là, vraiment complète. Puis les travaux d'excavation, quant à eux, vont commencer plutôt vers l'automne. Ici, ce que je vous montre, c'est les itinéraires de camionnage. Donc, ce qui est priorisé puis ce qui est exigé à nos entrepreneurs, c'est de circuler à partir des grandes artères. Donc, vous voyez ici le chemin de camionnage. L'entrée de chantier va se faire sur des angevins à partir de Lisieux. Donc, nécessairement, il va y avoir de la circulation et sur de Lisieux et sur des angevins. Et le camionneur, en fait, va sortir ensuite aussi sur des angevins pour se rendre vers Jean Talon. Il aura le choix de tourner à gauche ou à droite sur Jean Talon ensuite pour se rendre à la carrière là, où il va disposer de son roc. Maintenant, au niveau du bâtiment de la Villanelle, qui se trouve dans le fond à l'est de la Cordaire. Ce bâtiment-là, ben, vous nous avez probablement déjà vu arriver, comme je disais, mais l'entrepreneur est mobilisé depuis environ une semaine. Il commence les travaux en différentes phases. Là, on a des petits travaux à faire autant sur la rue Jean Talon que sur la rue de la Villanelle. Donc, en premier, la première phase, c'est du côté nord de la rue. C'est les travaux qui ont déjà eu lieu, en fait. Donc, ces travaux-là sont terminés. Maintenant, l'entrepreneur est au niveau du sud de la rue Jean Talon, fait ses petits travaux d'aménagement. Puis, durant le mois d'août, va se mobiliser là, au niveau de la rue de la Villanelle. Dans le cadre, en ce moment, comme vous avez pu voir, que ce soit pour les mobilisations sur Jean Talon, ce n'était que des entraves partielles. Donc, Jean Talon on pouvait traverser la rue Jean Talon, c'était circulable. Ça ne sera pas le cas pour la rue de la Villanelle. On va devoir la fermer durant 2 semaines au sud de Jean Talon. La circulation locale va être permise là, par la rue de l'Élysée, mais on ne pourra plus là, accéder là, pendant ces 2 semaines-là sur le petit tronçon là, Jean Talon et de la Villanelle. Le stationnement, toutefois, qui va être situé derrière les commerces, entre la rue de la Villanelle et de Combe, là, sera accessible via la rue de Combe là, durant cette durée de travaux-là. Maintenant, je vous montre ici l'emprise finale. Donc, dans le fond, l'entrepreneur, justement, a fait ses travaux préparatoires en vue, en septembre 2025, de avoir son emprise finale permanente de chantier. Donc, ce que ça va causer, c'est qu'on devient à la rue de la Villanelle, ça va être seulement sens unique pour accéder à Jean Talon là, de par le sud. Donc, il ne sera pas possible d'aller sur de la Villanelle, là, de Jean Talon vers la Villanelle. Donc, l'entrepreneur va se mobiliser, va empiéter sur autant une voie de la Villanelle et une voie sur Jean Talon, mais les rues sont tout de même accessibles. Vous voyez en pointillé vert là, le parcours piéton qui va être indiqué pour que les piétons circulent là, adéquatement et de manière sécuritaire au pourtour de chantier. Donc, ils vont devoir traverser vraiment la rue et essayer, dans la mesure du possible, de circuler sur Jean Talon au nord, mais il va quand même avoir un petit passage piétonnier tout le long du chantier ici sur Jean Talon. Ça va être un passage piétonnier sécurisé. Donc, il y aura des clôtures
ou des jerseys là, pour s'assurer qu'il n'y a pas de contact possible là, avec les véhicules, mais les piétons pourront circuler là, pour se rendre du côté nord, du côté sud de la rue Jean Talon. Comme je disais, les travaux commencent. Donc, ici aussi, à la SA4, là, les travaux d'excavation, on fait de la mobilisation durant l'été, mais les travaux d'excavation vont commencer plutôt à l'automne. Puis, il faut prévoir une fin de travaux plutôt en 2029. Donc là, quand je dis 2029, c'est vraiment pour réaliser l'ensemble de la portée des travaux que je vous présentais tantôt. Donc, non seulement l'excavation, mais aussi la construction de la structure, autant souterraine en surface et l'aménagement paysager là, qui suivra. Donc, là, on cohabitera là, le projet dans le quartier durant les 4 prochaines années environ. Route de camionnage, ben, c'est la même chose. Dans le fond, les camions vont arriver de Jean Talon par l'ouest, vont rentrer en chantier ici à l'intersection, puis vont ressortir de l'autre côté. L'intérêt ici, c'est que les camions en zone de chantier, on essaie qu'ils fassent toujours des lignes droites, qu'il n'y ait pas de mouvement de recul, qui peuvent être moins sécuritaires et qui peuvent générer du bruit. Donc, on essaie là, que le camion soit toujours en ligne droite, c'est plus sécuritaire, puis c'est plus facile aussi là, en termes de manutention. Donc, ça sera son chemin de camionnage. Donc, le camion va continuer jusqu'à l'Angelier pour aller rejoindre la carrière où il dispose de son roc. Maintenant, les mesures d'atténuation, en fait, là, je vous ai présenté vraiment la portée à haut niveau des travaux, notre emprise, comment on va s'installer, mais il y a quand même plusieurs mesures qu'on essaie de mettre en place pour assurer une cohabitation harmonieuse entre les chantiers et les riverains. On sait qu'un chantier de construction, surtout des chantiers sur plusieurs années, peuvent générer certaines nuisances, certains irritants. Notre but, c'est de gérer ces irritants-là à la source, d'essayer d'éviter là, de les limiter là, au maximum, puis d'assurer que tout soit fait de manière sécuritaire et harmonieuse. Donc, d'abord, la sécurité, c'est vraiment le mot d'ordre. C'est au cœur de nos préoccupations, puis on met toutes les mesures en place là, pour assurer cette sécurité-là, pas seulement pour nos travailleurs, mais aussi pour toute personne qui doit circuler autour du chantier. Donc, pour ce qui est de nos structures auxiliaires. Il n'y aura pas de présence de policières en amont durant les premières semaines des travaux, considérant qu'il n'y a pas d'entrave. Par contre, on a de la surveillance policière qui va pouvoir être là de façon ponctuelle selon les besoins. Je pense entre autres à la rentrée scolaire. On va regarder comment les comportements des piétons, des conducteurs vont se faire dans les premiers jours. On va être présent. On a une équipe de surveillance en mobilité attitrée au bureau projet qui va être présent durant ces premières journées-là pour s'assurer que tout est sécuritaire. S'il y a besoin, on fera appel à la surveillance policière. Ce qui est important aussi, c'est que chaque entrée et sortie de nos chantiers sont dotés de signaleurs. Donc, dans le fond, ça, c'est des ressources qui sont qui sont habillées en jaune, puis qui s'assurent qu'ils ont le principal mandat d'assurer la sécurité des personnes qui circulent aux abords du chantier. Donc, ils vont contrôler les entrées et sorties des camions pour s'assurer que ces camions-là circulent, leur permettent de circuler, soit, mettons, à la sortie, de retourner sur les rues tout en assurant la sécurité s'il y a piétons ou voitures autour. On a fait aussi tout l'aménagement, les chemins piétonniers qu'on vous montrait. Il y a des aménagements au niveau des trottoirs de ces chemins-là pour assurer que ça soit accessible universellement, c'est-à-dire qu'il y a des descentes de trottoirs sécuritaires, il y a des plaques pour les personnes avec malvoyantes. Donc, c'est vraiment, on s'assure que tout le monde puisse circuler sur ces chemins-là. Ces chemins-là sont d'ailleurs bien indiqués. Il y a du marquage au sol pour indiquer où on doit traverser. Il y a de l'affichage sur les panneaux de chantier pour vous diriger vers ces traverses piétonnières-là et ces chemins piétonniers pour nous assurer que tout le monde circule aux abords en sécurité. Au niveau de la mobilité, bon, d'ailleurs, je
je l'ai un peu mentionné, mais je tiens quand même à le mentionner. Toute la circulation puis les accès à l'école vont demeurer accessibles en tout temps. Le débarcadère, on le déplace, mais il va toujours être accessible. Le but, ce n'est pas d'entraver l'école, tout accès à l'école. On collabore évidemment avec tous nos services municipaux. Je faisais état tantôt du service de police de Montréal, mais aussi avec la ville pour assurer une mobilité qui est conjointe avec les autres chantiers dans le secteur, avec les chemins de camionnage là, qui sont permis. Donc, on s'assure que les détours, quand il y a lieu, là, dans notre cas, pour les structures auxiliaires, il y a moins de détours considérant qu'il n'y a pas d'entrave complète, mais quand même, on veut s'assurer qu'on redirige les voitures au bon endroit, puis de manière optimale. Et même chose au niveau des routes de camionnage, on veut limiter les impacts. C'est pour ça qu'on empêche la circulation dans les rues résidentielles. On veut les garder sur les grandes artères là, pour assurer une quiétude dans nos quartiers, mais aussi pour assurer là, la sécurité de tous. Qui dit chantier de construction dit aussi certaines nuisances au niveau de l'environnement. Donc, on génère évidemment beaucoup plus de bruit que d'habitude, plus de poussière. De l'excavation aussi peut amène un certain niveau de vibration. Donc, notre but à nous, c'est de le limiter à la source, donc d'aller contrôler ces éléments-là à la source. Donc, entre autres, au niveau du bruit, on va venir équiper les équipements bruyants de mesures d'insonorisation pour essayer d'éviter que le bruit se propage. Malgré tout, avec les camions en chantier et tout ça, il y a du bruit, puis les travaux d'excavation, là, ça génère un bruit. Donc, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient ceinturer toute notre emprise de chantier par un mur qu'on appelle anti-bruit. C'est des murs qui sont munis d'une laine minérale, là, qui ont vraiment la propriété pour absorber tout le bruit là, qui est généré par le chantier. Donc, ça n'absorbe pas tout, mais ça va quand même amener ça vient quand même emmagasiner le bruit dans le chantier. Si on se promène, on le voit déjà, nous, dans nos stations, c'est assez incroyable le bruit qu'on voit sur le chantier versus là, dans les rues avoisinantes. Donc, il y a aussi une réglementation. Donc, on a mis des limites de bruit, là, des réglementations qui ont été entendues avec la Ville de Montréal, donc qui viennent de règlements municipaux. Donc, une limite de bruit auquel l'entrepreneur doit se souscrire. Ça veut dire que tout travaux bruyant est fait le jour. Il y a des limites de bruit très basses au niveau des travaux de soir et de nuit, ce qui fait que les chantiers sont beaucoup plus actifs le jour et il y a une limitation des activités en soirée et en nuit. Au niveau du projet, on permet le travail 24 heures sur 24, donc l'entrepreneur peut être là. Par contre, durant la nuit, ça va être beaucoup plus des travaux en tunnel à une vingtaine de mètres de profondeur qui vont être réalisés, donc qui seront pas là, qui généreront pas de bruit au niveau de la surface. Ces travaux-là, plus de surface, vont être faits majoritairement le jour. Et aussi, un autre point qui peut être un plus au niveau du bruit, nos camions sont munis, on exige que les camions qui doivent entrer sur les chantiers et aussi les gros équipements soient munis d'une alarme de recul à bruit blanc. Donc, ce n'est pas un bip sonore qui est généré par les camions lorsqu'ils reculent, mais plus une alarme à bruit blanc, ce qui fait que ce bruit-là, cette alarme-là, elle est perceptible quand on se trouve à proximité du camion, mais à l'extérieur du chantier, elle ne l'est pas. Maintenant, au niveau de la poussière, les travaux d'excavation génèrent quand même un certain niveau de poussière. On excave autant du morterin, donc du sol meuble, mais que de la roche aussi, qu'on vient excaver avec soit des méthodes mécaniques ou de dynamitage contrôlé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on essaie le plus possible de mettre des toiles anti-poussière, de venir capter la poussière à la source. On va arroser beaucoup nos travaux pour éviter que pour un peu capter la poussière puis éviter qu'elle se propage dans l'air. Mais on exige aussi aux camions d'être lavés avant leur sortie en chantier. Donc, juste avant la sortie, il y a des lave-roues qu'on appelle qui viennent laver les roues du camion. Donc, toute la poussière que le camion a pu capter là, en se promenant sur le chantier, bien, elle est mouillée puis elle est nettoyée avant de sortir sur les rues. Donc, quand il circule, il ne fait pas circuler là, la poussière, il n'amène pas la poussière du chantier à l'extérieur dans le quartier. Idem au niveau des rues aux abords du chantier, il y a
des camions, des lave-rues, dans le fond, là, qui se promènent. C'est l'entrepreneur, il fait un chemin autour du chantier pour s'assurer là, que les rues sont toujours nettoyées, ce qui permet, encore une fois, là, d'éviter là, la propagation de la poussière. Finalement, je termine avec la vibration. Des travaux d'excavation, ça génère des vibrations. C'est des vibrations qui sont contrôlées. Encore une fois, on exige, on met de l'instrumentation qui vient contrôler ces niveaux-là. C'est des niveaux très bas, ce n'est pas des niveaux dérangeants, mais quand même, on suit ces vibrations-là en temps réel, puis l'entrepreneur doit s'ajuster en fonction des résultats de vibrations qu'il génère. Dans le cadre de nos structures auxiliaires, l'entrepreneur a le choix de 2 méthodes d'excavation. Il va pas soit pouvoir y aller via une méthode mécanique, donc avec ce qu'on appelle le rock splitter, donc l'éclateur de roc. C'est une méthode qui génère un peu moins de vibrations. Puis, il y a aussi du microdynamitage contrôlé que l'entrepreneur va pouvoir faire pour excaver. Il y a le choix de l'une ou l'autre de ces méthodes. Il en préconise certaines. Au niveau de la villanelle, on s'attend peut-être un peu plus avec le microdynamitage contrôlé. Si dans un tel cas, ça arrive, tous les riverains autour, dans un certain rayon, vont recevoir un détecteur de monoxyde de carbone. Ça, c'est l'entrepreneur même qui va venir le distribuer, qui va l'installer même dans les résidences. C'est une mesure de contrôle pour en cas de monoxyde de carbone. C'est une mesure qui est obligatoire là, selon les normes de microdynamitage. Puis aussi, probablement que c'est déjà fait, mais pour ceux qui se trouvent dans un rayon, encore une fois, de nos sites d'excavation, comme on vient excaver puis qu'on vient générer des vibrations, on est venu inspecter vos demeures en amont pour s'assurer pour faire un peu un diagnostic des bâtiments qui nous entourent, voir s'il y a des bâtiments un peu plus fragiles là, qui méritent d'adapter nos méthodes d'excavation. Donc, ces inspections-là ont déjà été réalisées, puis l'entrepreneur reçoit ces rapports-là là, pour établir les bonnes méthodes d'excavation. Ici, je vous montre une photo, dans le fond, d'un mur anti-bruit. Quand je vous disais qu'il y avait de la laine minérale, c'est ce qu'on voit en jaune juste ici. Donc, c'est vraiment ça qui vient capter le bruit pour éviter sa propagation. Donc, ça, c'est un côté de l'enceinte. De l'autre côté, l'enceinte est peinte en bleu, donc vraiment aux couleurs du projet, dans lequel on met aussi de l'affichage, soit un peu de l'affichage design comme ça, là, des images pour un peu embellir l'enceinte, mais aussi de l'affichage pour indiquer le projet, mais aussi pour indiquer, on va avoir sur ces murs-là, on peut aussi afficher les commerces pour rediriger les piétons ou la circulation vers les commerces, annoncer que ces commerces-là demeurent ouverts d'ailleurs. Puis vous voyez ici, on a même un petit affichage pour diriger vers les passages piétons là, qui ont été réalisés pour le projet. Donc, prochaines étapes, comme je vous disais, des travaux, ça se fait sur une séquence qui peut paraître longue, mais qui est nécessaire. On a commencé avec notre première phase, donc notre excavation, le bétonnage comme primaire. On vient vraiment bétonner le roc qu'on vient d'excaver. Mais par la suite, l'entrepreneur subséquent vient faire bétonnage, architecture, travaux électromécaniques, donc la plomberie, l'électricité de bâtiment, vient vraiment construire finalement la structure de notre bâtiment qu'on va voir s'ériger en surface. On fait nos travaux d'énergie, de voie. Ça, c'est vraiment la pose d'équipements qui sont nécessaires à l'opérationnalisation du métro, du contrôle de train aussi. Puis, il va y avoir une dernière phase qui est une des phases les plus importantes. Certes, c'est notre phase de mise en service. Donc, avant d'amener des usagers dans le métro Montréal, dans notre prolongement, ce qu'on veut s'assurer, c'est qu'on va tester nos équipements. On va tester le métro, s'assurer que tout est fonctionnel, que les essais sont performants. Puis, comme ça, le jour qu'on ouvre le métro, ça va fonctionner là, comme nous le voulons. Donc, cette ouverture-là du métro est prévue en 2031. Je termine avec quelques mots considérant notre importance là, d'être engagé auprès de la communauté. On fait des séances comme ceci, on mène aussi des comités bon voisinage. Il y a plusieurs moyens qu'on tente là, pour
avoir une communication constante là, avec la communauté. C'est important pour nous de vous entendre. Donc, c'est pour ça qu'on met plusieurs outils à votre disposition là, pour qu'on puisse se parler tout au long du projet, comprendre vos préoccupations, de les adresser sur toutes ces préoccupations-là, voir ensemble comment on peut les atténuer ou les éliminer dans la mesure du possible. Donc, tout au long du projet, il y aura de la communication, il y aura des séances comme ça pour venir faire état de l'avancement, puis se montrer un peu, avoir un échange transparent là, de comment ça se passe. Donc, il y a plusieurs moyens, comme je disais, de le faire. D'abord, il y a une équipe d'agents de liaison qui travaille quotidiennement sur le projet, qui assure un lien de proximité, dans le fond, avec vous, avec les riverains, avec le voisinage. Leur rôle est vraiment d'établir une relation directe. Donc, c'est eux que vous allez voir arriver dans les commerces qui vont venir s'assurer. C'est eux qui vont répondre à vos appels ou à vos messages là, du moment que vous tentez de communiquer avec nous. Ils sont un peu notre porte d'entrée là, pour parler aux équipes projet. Les agents de liaison, par la suite, prennent un peu le pouls puis nous les amènent à nous, les équipes projet, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire là, pour répondre à vos demandes. On a les séances d'information comme celle-ci. On a des comités de bon voisinage qui sont instaurés dans plusieurs secteurs du projet, donc à Pineuf, à Vio, à Lacordaire, pour s'assurer, dans le fond, qu'on retrouve des représentants. Il y a les représentants de l'équipe projet, j'en fais entre autres partie. Il y a des représentants de la Ville de Montréal, mais il y a aussi des représentants du quartier, donc des voisins, des résidents qui viennent un peu nous expliquer comment ça se passe, comment se déroule là, la cohabitation, puis qu'on trouve ensemble s'il y a des solutions à apporter ou des améliorations à apporter, qu'on les trouve ensemble. Vous verrez aussi nos kiosques dans nos fêtes citoyennes, dans les différentes fêtes citoyennes là, dans le quartier. Puis il y a aussi des kiosques qui sont ponctuels, là, qui sont montés là, au centre commercial Le Boulevard, où vous êtes invités là, à venir nous rencontrer pour nous faire part de vos préoccupations ou de vos bons commentaires aussi. C'est toujours bienvenu. Donc, je vous laisse en vous présentant les 4 moyens les plus efficaces de nous rejoindre. Donc, d'abord, pour rester informé, il y a notre site projetlignebleu.info. On fait de la communication qui est vraiment un peu plus générique, mais des grands moments, des grands jalons du projet. On va mettre des bulletins d'information. Vous pouvez voir l'avancement du projet. Vous pouvez aussi vous inscrire au bulletin électronique, dans le fond, que vous allez recevoir là, par courriel. Il y a 2 moyens de nous rejoindre un peu plus directement, soit par la ligne téléphonique, le service à la clientèle, ou soit via l'adresse de nos agents de liaison, le liaison à commercial projetlignebleu.info. Vous pouvez nous envoyer vos demandes, là, puis on pourra y répondre promptement. Donc, voilà, Benoît, je te remets le micro. Bien, merci beaucoup, Sarah. Et merci à David aussi pour cette présentation, ma foi, fort instructive. Et oui, nous entamons maintenant la période de questions. Nous vous rappelons que vous pouvez poser votre question uniquement par écrit. D'abord, si vous êtes sur un ordinateur, en cliquant sur l'icône de bulle où il est inscrit Q&R, donc c'est un petit icône en haut de votre écran. Et si vous êtes sur votre cellulaire, vous pouvez cliquer là, sur les 3 points en bas à droite et ensuite sur Q&R et poser la question. C'est ce qu'on voit d'ailleurs à l'écran actuellement. Alors, écoutez, nous allons tenter de répondre à toutes les questions. Si, cependant, pour quelque raison que ce soit, vous auriez eu des problèmes techniques ou vos questions n'ont pas été traitées, vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse courriel liaison@projetlignebleu.info, l'adresse qu'on vient d'ailleurs, qu'on vient tout juste de vous indiquer à l'écran et que vous pouvez voir à nouveau en bas à droite. Donc, c'est l'adresse de courriel liaison@projetlignebleu.info. Alors, cette période de questions, on vous l'a dit tout à l'heure, on a reçu quelques questions à l'avance. Alors, pendant que vous posez vos questions par écrit, passons à ces questions-là que nous avons déjà reçues. Et question qui sera pour David.
concernant le développement immobilier. Est-ce qu'il est prévu de faire des développements immobiliers au-dessus de ces deux bâtiments auxiliaires-là lors de la phase de construction? Non, présentement, ces bâtiments-là, c'est pas, premièrement, on n'a pas assez grand terrain et c'est pas dans les plans, donc c'est des bâtiments qui vont servir juste dans la forme actuelle comme structure auxiliaire. Excellent. Merci, David. Autre question concernant cette fois les bus. Alors, on sait qu'il y a une nouvelle navette de bus, le 814, qui circule durant tous les travaux là, au PLB, donc qui permet aux gens là, de circuler dans le secteur. Est-ce que les travaux dont on vient de parler aujourd'hui, est-ce que ces travaux-là vont affecter le trajet de la nouvelle ligne 814? Et je crois que pour répondre à cette question, nous avons en ligne avec nous François-Benoît Trottier, qui est conseiller à la gestion des réseaux. Alors, François, tu es là? Oui, je suis là. Et même on a à l'écran le tracé de cette fameuse navette 814. Alors, y a-t-il un impact, François, sur le tracé? Non, les travaux là, qui ont été identifiés par l'équipe du projet n'auront pas d'impact là, sur le tracé. Par contre, là, juste à noter qu'au niveau de Villanelle, l'arrêt qui est situé sur Jean Talon va être reculé en retrait là, à proximité de Saint-Côme, qui est juste à proximité. Donc, c'était l'emplacement qui était l'idéal là, pour la relocalisation. Parfait. Ben, merci, François, pour la réponse. Et bon, tu restes avec nous. Si jamais il y a d'autres questions, ben, on va te les transmettre. Alors, merci bien. Alors, pendant ce temps-là, moi, je vais retourner. Alors, on a un tableau où, pour l'instant, ben, on n'a pas de nouvelles questions. On peut toujours attendre, bien sûr, quelques minutes. On n'est pas nécessairement très pressé. Puis évidemment, ça prend toujours un petit peu de temps là, pour inscrire vos questions. Donc, on comprend ça. Pendant ce temps, alors pendant qu'on attend vos éventuelles questions, j'aimerais vous mentionner que demain, jeudi, ce 24 juillet, nous allons avoir un kiosque au centre commercial Le Boulevard, un kiosque d'information. Alors, c'est de 16 h à 19 h demain, jeudi, au centre commercial Le Boulevard. Vous savez où c'est, près de l'intersection Jean Talon et Pineuf. Donc, nous serons présents, en fait, pour échanger avec vous, les riverains et d'autres, répondre à vos questions sur le projet. Alors, c'est un rendez-vous demain, jeudi, de 16 h à 19 h au centre commercial Le Boulevard. Vous en profiterez pour essayer la nouvelle entrée C. Donc, on a réorganisé un petit peu là, le bâtiment. Alors, il y a une nouvelle entrée pour vous servir, l'entrée C. Donc, pendant ce temps, je consulte le tableau pour voir si nous avons de nouvelles questions. Ça ne semble pas être le cas pour l'instant. Benoît, je pense qu'on peut mentionner, je sais que les vacances de la construction sont débutées depuis quelques jours. Pour que les citoyens soient au courant, là, le chantier du prolongement de la ligne bleue ne prend pas de pause durant l'été, donc la plupart des sites sont en activité même durant la construction et il y a plusieurs sites qui travaillent vraiment 7 jours sur 7 puis ils vont même travailler de nuit prochainement. Mais présentement, il n'y a pas de pause pour les vacances de la construction sur la plupart de nos sites actuels du prolongement. Bien, merci beaucoup, David, pour cette précision. Alors, on vous demande toujours si vous avez des questions. Évidemment, la présentation était fort complète, mais sait-on jamais, peut-être un point, un détail. Et pour l'instant, donc, dans ce fameux tableau, comme on vous dit, là, on me transmet, moi, les questions lorsque vous les écrivez. Alors, pour l'instant, il n'y a toujours pas de nouvelles questions. Alors, si vous avez des questions, on vous invite à le faire bientôt. Évidemment,
possiblement là, se quitter dans quelques minutes, donc ce serait important de le faire. Ou sinon, bien évidemment, vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse mentionnée précédemment. Donc, j'attends encore un petit peu. Alors, écoutez, on me dit là, que pour cette fois-ci, ce sera tout. Alors, pas d'autres questions de votre part, mais tout de même, merci aux personnes qui nous ont transmis leurs questions. À l'écran, vous le voyez, le code QR, vous pouvez répondre à notre sondage d'appréciation. Sinon, ben, écoutez, c'est ce qui met fin à la séance d'information d'aujourd'hui. Encore une fois, ben, ce fameux sondage de satisfaction, vous voyez, vous pouvez utiliser ce lien-là. En fait, il y a aussi le lien, je crois, dans le fil de discussion. Enfin, l'équipe, et c'est important, je pense, de le mentionner, l'équipe du projet Ligne Bleue va revenir vous voir à d'autres reprises tout au long du projet. Et n'oubliez pas aussi que d'ici là, ben, vous pouvez toujours consulter notre page web projetlignebleu.info et vous inscrire, c'est important, à nos bulletins électroniques. Avec ces bulletins-là, ben, vous pouvez choisir de recevoir les dernières nouvelles, soit sur le projet dans son ensemble ou tout simplement là, sur le secteur qui vous intéresse. Vraiment, ces bulletins représentent le meilleur moyen de demeurer informé de l'avancement du projet, des travaux prévus et des tribunes d'information à venir, comme celle qu'on a mentionnée demain, jeudi, de 16h à 19h. Donc, au centre commercial Le Boulevard. Alors, sur ce, je vous remercie de votre participation. Je vous remercie également pour l'intérêt que vous portez envers le projet de prolongement de la ligne bleue. Et finalement, bien écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci tout le monde. Merci. Merci. Bonne journée.